Les civils sont prêts à prendre en main le combat contre le virus Ebola, une annonce faite ce jeudi par le général des forces américaines en Afrique. En République démocratique du Congo, la commission électorale a publié ce jeudi son calendrier électoral. La date de la présidentielle est fixée au 27 novembre 2016. Puis en Égypte, le tribunal a ordonné hier la libération des journalistes d'Al Jazeera. Ils sont sortis de prison ce vendredi. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Les civils sont prêts à prendre en main le combat contre le virus Ebola, a déclaré jeudi le général des forces américaines en Afrique. Ceci après l'annonce du retrait des forces américaines engagées contre l'épidémie. Le général-major Daryl Williams a également salué l'accueil très chaleureux des habitants du Libéria, où il avait mis en place une force opérationnelle au mois de septembre. Les Libériens sont très forts, a assuré le général américain. Les soldats américains, basés pour la plupart au Libéria, ont construit des centres de traitement d'Ebola, formé du personnel de santé, fourni du soutien logistique aux agences d'aide internationales et mis sur pied des laboratoires d'analyse de sang. Les Nations Unies ont minimisé mercredi l'impact du départ des troupes américaines, assurant que 10 000 civils américains restaient engagés contre Ebola dans les 3 pays les plus touchés. Et parlant toujours de ce virus, la réouverture des écoles au Libéria, fermées depuis 6 mois pour arrêter la progression de l'épidémie, a été finalement fixée au 16 février prochain. L'annonce a été faite jeudi par le ministère libérien de l'Éducation. Les écoles sont fermées depuis août 2014 au Libéria en raison de l'épidémie d'Ebola. Les autorités libériennes peinent depuis plusieurs mois à fixer une date pour leur réouverture qui tienne. La présidente Ellen Johnson Sirleaf avait dans un discours au Parlement le 26 janvier évoqué les difficultés liées à la réouverture des écoles en raison notamment de son coût financier. Les écoles avaient été fermées en raison d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par la maladie. Avec la décrue de l'épidémie, la rentrée est effective depuis le 19 janvier en Guinée, alors qu'elle est prévue en mars en Sierra Leone. Dans les 3 pays d'Afrique occidentale les plus touchés, le bilan de l'épidémie d'Ebola dépasse les 9 000 morts, selon les chiffres publiés vendredi à Genève par l'Organisation mondiale de la santé. Mais selon l'OMS, l'épidémie est désormais sous contrôle au Libéria. Par ailleurs, sur déclaration du patron de l'INSERM, le traitement antiviral japonais Flavipiravir a montré un signal d'efficacité possible sur des malades d'Ebola traités tôt en Guinée. Ce responsable reste tout de même prudent avant la diffusion fin février de résultats officiels sur cet essai. À l'heure actuelle, plus d'une centaine de patients en Guinée, essentiellement dans un centre de traitement de Guékédou, ont reçu le Flavipiravir, médicament qui agit sur la capacité de multiplication du virus. En République démocratique du Congo, la commission électorale a publié jeudi son calendrier électoral global tant attendu. Cette commission fixe la date de la présidentielle au 27 novembre 2016. Cependant, elle a averti que la tenue du scrutin dépendait de plusieurs contraintes dont la responsabilité incombe essentiellement au gouvernement. Après les violences meurtrières provoquées en janvier par l'examen d'une nouvelle loi électorale au Parlement, la mise en œuvre effective de ce calendrier prévoyant la tenue de cette élection en moins de 2 ans sera au cœur des enjeux politiques des mois à venir. Direction Libreville, la capitale gabonaise s'est réveillée dans l'eau jeudi matin. Les caprices de la météo ont mis à nu les imperfections et le bricolage des opérations de nettoyage des bassins versants de la capitale gabonaise et les travaux routiers notamment. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Paul Avugundila depuis Libreville. Les pluies orageuses de la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la ville.
Aussi ont été sujets de désagréments provoqués par les fortes précipitations les différents quartiers des 6 arrondissements de la commune de Libreville et des communes voisines d'Akanda au nord et d'Ovendo au sud. Il a fallu quelques heures de fortes précipitations pour que les rues et ruelles de la capitale gabonaise se transforment en de véritables rivières. Que dis-je, fleuves déchaînés charriant leurs déchets plastiques, boue et autres détritus. Plusieurs quartiers dans les de Libreville et en l'absence de protection, dont une ceinture, a fait en sorte que les pluies s'accumulent au niveau des principales artères et rues. Une situation transformant ainsi la circulation automobile et piétonne en un véritable calvaire de la part des inondations et la gadoue devenue à chaque intempérie un décor incontournable. Fort heureusement, aucun dégât important ni de victimes n'a encore été déploré. Il faut dire que les efforts consentis par les pouvoirs publics demeurent toutefois louables, notamment en matière de réhabilitation des bassins versants, à l'effet de faire face à tant de forces majeures. Ils sont enfin libres sous caution. Un tribunal égyptien chargé de rejuger les journalistes Mohamed Fahmy et Baher Mohamed de la chaîne Al Jazeera, emprisonnés en Égypte depuis plus d'1 an, a ordonné jeudi leur remise en liberté. Les 2 journalistes sont sortis de prison ce vendredi matin. Le tribunal a ordonné la libération du journaliste canadien Mohamed Fahmy en échange d'une caution de 250 000 livres égyptiennes, soit environ 29 000 €, tandis que son collègue égyptien Baher Mohamed a été remis en liberté simplement. Cette décision intervient près de 2 semaines après l'expulsion de l'Australien Peter Grest. Ce journaliste de la chaîne qatari avait été condamné avec ses 2 confrères, mais a quitté le pays le 1er février en vertu d'un décret présidentiel. Grâce à Dieu, cette fois j'ai pu assister à l'audience et il a été libéré. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'il soit acquitté bientôt si Dieu le veut. J'ai renoncé à ma nationalité égyptienne à regret. Cela a été dur pour moi parce que plusieurs membres de ma famille sont dans les forces armées. La remise en liberté des 2 journalistes a été saluée jeudi par la chaîne au Qatar comme un grand jour. Rappelons que lors d'un premier jugement en juin, Fahmy et Grest avaient écopé de 7 ans de prison et Baher Mohamed avait été condamné à 10 ans, mais la Cour de cassation a annulé ces condamnations en janvier et ordonné un nouveau procès dans cette affaire qui avait déclenché un tollé international et mis les autorités égyptiennes dans l'embarras. La prochaine audience dans ce procès a été fixée au 23 février, a également annoncé la Cour. Au tribunal correctionnel de Lille en France, Dominique Strauss-Kahn, qui, accusé de proxénétisme aggravé, s'est soumis jeudi à une nouvelle et ultime journée d'audition. À la barre, l'ex-patron du FMI a invoqué la discrétion nécessaire à sa vie privée pour justifier l'existence de sa garçonnière parisienne qui servait de cadre aux soirées libertines incriminées. Pour certains spécialistes, DSK se sert du prétexte libertin pour dominer les femmes. 3e et dernier jour d'audience ce mercredi pour Dominique Strauss-Kahn. L'ex-patron du FMI a été sommé de s'expliquer sur son appartement de Paris qu'il n'a pas loué à son nom et où il recevait certes des amis politiques, mais aussi des femmes pour des soirées libertines à une époque où il était marié. Dominique Strauss-Kahn a invoqué la discrétion nécessaire à sa vie privée pour justifier l'existence de cet appartement. Le prête-nom était une question de discrétion, a-t-il expliqué, tout en niant à nouveau toute implication dans une affaire de proxénétisme. Pour la psychosexothérapeute Lauriane Sidzik, l'ex-patron du FMI semble bien coupable du crime qui lui est reproché. Il se servirait selon elle du prétexte libertin pour dominer les femmes. On n'est plus dans le libertinage, on est dans le proxénétisme. Dans le libertinage, aucune femme ne se fait payer pour aller à une soirée, pour avoir des relations sexuelles, quel que soit le scénario de la soirée. Notons que l'après-midi du mercredi était consacré au volet financier du dossier et aux questions d'escroquerie qui ne concernent pas l'ancien patron du FMI. Madame, Monsieur, c'est à présent l'instant de la revue de presse africaine à vous proposer par la rédaction de Sika TV. La revue de presse africaine avec Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour, Bella Romancé.
Alors, la RDC vient d'effectuer un pas de plus vers l'organisation des prochains scrutins. L'information, c'est à la une de bien de journaux et sites d'information dans leur parution de ce jour. Tout à fait, lentement mais sûrement, la RDC tend vers l'organisation de ces scrutins qui n'étaient pas gagnés d'avance. Et Radio Okapi, dans sa parution du jour, précise qu'hier jeudi, la CENI a annoncé la publication du calendrier électoral global. Même information à retrouver sur le site d'information Média Congo. La CENI vient de rendre public le calendrier électoral global. Onewu Vision fait le même constat et précise que la présidentielle est désormais prévue pour novembre 2016. Mais attention avec des contraintes. Direct, c'est dit, les Congolais élisent un nouveau président le 27 novembre 2016. Guinée-Conakry Info s'est intéressé également à la nouvelle et pousse un ouf de soulagement. Enfin, le calendrier électoral. Alors, en Afrique du Sud, le tonitruant Julius Malema a de nouveau fait parler de lui. Oui, il avait annoncé la couleur et menacé la menace et la mise à exécution hier. Slate Afrique rapporte que le président était au Parlement hier, mais a été interrompu par l'opposition. Même en son de cloche avec Kulumba, Jacob Zuma chahuté pendant son discours annuel. Les faits étaient plus graves, mentionne Actu Direct. Scène de trouble hier au Parlement sud-africain. Ad hoc News, l'ouverture de la session parlementaire en Afrique du Sud a tourné à la bagarre hier jeudi. C'était bien pire, révèle BFM. Hier, c'était le chaos et des coups de poing au Parlement sud-africain. Mais à Madagascar, c'était une ambiance plutôt bon enfant, précise Madagascar Tribune. À l'Assemblée, le Premier ministre et le gouvernement ont pu présenter la politique générale de l'État. D'accord. À Difa, cette ville nigérienne cible à plusieurs reprises des attaques de Boko Haram. L'alerte est désormais au rouge et le niveau de vigilance sérieusement renforcé, n'est-ce pas? Oui, le gouvernement nigérien a sérieusement retroussé ses manches. L'information nous est relatée par Actu Niger. Le responsable des attaques de Difa révèle le journal Kaka Bounou, c'est ainsi qu'il se nomme, a été arrêté. Mais au-delà de l'offensive, précise Tam Tam Info, Issoufou Mahamadou lance un appel à la mobilisation générale contre Boko Haram. Donc l'heure est à la sensibilisation. Niger Diaspora, l'armée nigérienne contrôle désormais la situation à Difa. Par rapport à cette situation, l'opposition donne également de la voix, nous mentionne Niger Express. Que dit l'opposition? Guerre à Difa et au Sahel. L'opposition s'en prend ouvertement au président Issoufou qui aurait failli. Alors, Joaillier Tondi, plus aucun des 3 journalistes d'Al Jazeera incarcérés ne se retrouve en prison en Égypte. Oui, la bonne nouvelle a fait le tour de la toile. Le Berry rapporte les journalistes d'Al Jazeera sont sortis de prison. Tunisie Mag, c'est bien sûr après 400 jours de vie carcérale. Dakar, la libération des concernés, c'était pas sans condition, c'était bien sûr sous caution. Merci Joaillier Tondi pour cette riche revue de presse. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme en notre compagnie.